Bonjour Valérie, Bonjour Nathalie. merci d'être avec nous pour ce nouveau podcast Vitaloreflex. Tu es médecin du travail et tu as rejoint le réseau Vitaloreflex il y a quelques mois en tant que consultante. Avant de commencer, peux-tu te présenter à nos auditeurs, ton parcours, ton expérience de médecin du travail, ton lieu d'exercice et ce qui t'anime aujourd'hui dans cette nouvelle aventure? Je suis médecin du travail depuis 11 ans en Lorraine, plus précisément dans le département des Vosges, dans un service de santé au travail interentreprise. Et à ce titre, j'assure le suivi des salariés de secteurs d'activité variés, que ce soit dans le domaine industriel comme la métallurgie ou le secteur du bois, l'agroalimentaire, et également dans le tertiaire, notamment le médico-social et le commerce, soit les petits commerces ou la grande distribution. Alors, nous venons de prendre connaissance des résultats du dernier baromètre Empreinte humaine Ipsos BVA qui a été publié il y a quelques jours. Il dresse un tableau clinique alarmant. 50% des salariés français sont en détresse psychologique, un risque de burn-out 2 fois plus élevé qu'avant le Covid. Et 62% des DRH sont eux-mêmes à bout. Dans ce contexte, j'aimerais recueillir ton regard de médecin du travail. Dans ta pratique quotidienne, quels sont les premiers signaux d'alerte que tu observes dans les organisations? Alors, avant de répondre, je précise que j'exerce au sein d'un service de prévention et de santé au travail qui accompagne principalement des petites et moyennes entreprises en milieu rural. Ce que j'observe n'est donc pas forcément représentatif de tous les secteurs d'activité. Le premier constat, c'est que le mal-être au travail s'exprime souvent au travers du corps. Les salariés viennent consulter pour des douleurs chroniques comme des lombalgies, des tendinopathies persistantes, également de la fatigue ou encore des troubles du sommeil. Cela s'ajoute fréquemment un sentiment de stress lié à une surcharge de travail ou l'impression de ne plus pouvoir faire face à l'ensemble des tâches demandées. De nombreux salariés évoquent également un manque de reconnaissance de leur investissement dans leur travail. D'autres expriment une perte de maîtrise, notamment lorsque les procédures se multiplient ou deviennent trop contraignantes. Je constate aussi que dans certains secteurs, comme l'aide à domicile, les professionnels se plaignent de ne plus disposer du temps nécessaire pour réaliser un travail de qualité. Les contraintes de temps et de déplacement pèsent fortement sur leur quotidien et leur qualité de vie au travail. Enfin, les demandes de visite liées à des conflits interpersonnels avec des collègues ou des managers sont de plus en plus fréquentes. Alors, si je comprends bien ce que tu nous expliques, c'est que le corps envoie souvent des signaux d'alerte, révélant des difficultés qui sont liées à l'organisation au travail, au management également, ou encore à la communication même au sein de l'entreprise. C'est bien cela? Oui, c'est tout à fait ça. Et quels sont, selon toi, les types de décisions ou de situations managériales qui génèrent le plus de risques pour la santé mentale des salariés? Alors, les périodes de changement sont particulièrement sensibles. Lorsqu'une réorganisation intervient avec l'arrivée d'un nouveau manager ou de nouveaux objectifs de performance, cela peut créer de l'incompréhension, des tensions et parfois de la concurrence entre les salariés, notamment entre les anciens et les derniers arrivés. Lorsque les objectifs ou les moyens mis en œuvre ne sont pas clairement expliqués, les équipes peuvent avoir le sentiment de subir ces changements plutôt que d'en comprendre la finalité, de ne pas agir activement dans ces processus. À l'échelle individuelle, le manque de communication entre un salarié et son encadrement, notamment lors des arrêts de maladie de longue durée, peut également favoriser les malentendus et les interprétations erronées des intentions de chacun. Nous sommes fréquemment amenés à jouer le rôle de médiateur lorsque le dialogue est rompu. Enfin, l'intégration d'une nouvelle personne dans une équipe déjà structurée peut fragiliser l'équilibre du collectif si son rôle ou ses missions ne sont pas clairement définis. Et ceci est assez fréquent dans les collectifs de travail de petite taille. Donc, on constate que l'organisation est un point fondamental, la manière dont on va amener le changement aussi, qui est venu de toute façon, le lot quotidien de la plupart des entreprises, va jouer un rôle fondamental. Et à l'inverse, qu'observes-tu dans les organisations qui protègent réellement la santé de leurs collaborateurs? Les organisations les plus protectrices sont généralement celles qui connaissent bien le travail effectué sur le terrain et Oui. qui s'intéressent au fonctionnement du collectif de travail.
Cette connaissance, elle passe notamment par l'écoute des salariés et lorsqu'il existe, par le rôle précieux des représentants du personnel qui peuvent faire remonter les difficultés rencontrées, mais aussi les solutions proposées par le collectif pour y faire face. Ces entreprises investissent dans l'amélioration des conditions de travail, qu'il s'agisse d'aménagements techniques, notamment pour prévenir des troubles musculo-squelettiques, ou organisationnels, en laissant davantage d'autonomie et de marge de manœuvre aux salariés. Enfin, elles entretiennent un dialogue régulier entre les équipes et le management. Les orientations stratégiques sont expliquées, discutées et parfois même ajustées pour tenir compte de la réalité du terrain. C'est d'autant plus important lors de périodes de réorganisation ou de changement de process. C'est un vrai facteur de protection de la santé au travail. J'insiste particulièrement sur ce point car les nouvelles technologies liées au numérique et à l'intelligence artificielle sont amenées à modifier en profondeur le travail et avoir un impact sur les risques psychosociaux. Alors si je te résume, l'amélioration des conditions de travail repose sur une bonne connaissance du terrain, un dialogue de qualité entre salariés et encadrement, ainsi que sur les organisations qui donnent les moyens d'agir et offrent une certaine autonomie à leurs équipes. Alors pour conclure, si tu avais un message à adresser aux managers et aux dirigeants qui nous écoutent, quel serait le premier réflexe à adopter pour prévenir les risques psychosociaux? Et globalement, si tu as des conseils à leur apporter. Je leur dirais avant tout d'être à l'écoute du collectif de travail, mais aussi des individus. Les salariés sont les mieux placés pour parler de leur activité et proposer des solutions adaptées à la réalité du terrain. Je les inviterai également à instaurer un dialogue le plus précoce possible lorsqu'une difficulté apparaît. Beaucoup de conflits pourraient être évités si chacun pouvait exprimer clairement ses attentes, ses préoccupations et ses objectifs. Je les encouragerai aussi à créer des temps d'échange réguliers, même informels, notamment lors des pauses café, afin de maintenir le lien avec les équipes et favoriser leur engagement. Enfin, je leur conseillerais de s'appuyer davantage sur les acteurs de la prévention, que ce soit en interne, les représentants du personnel, ou en externe, les services de santé au travail, les organismes spécialisés qui peuvent les accompagner dans la prévention des risques psychosociaux. Le regard extérieur peut être une aide précieuse pour améliorer durablement les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Les actions de prévention sont des leviers puissants pour prévenir les risques. Dans ce cas, le parcours de sensibilisation à la santé mentale pour tous proposé par Vitalo-Réflex est un élément intéressant de réponse dans le cadre d'une prévention primaire. Merci Valérie pour cet éclairage riche et concret sur les enjeux actuels de la santé au travail. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Vitalo-Réflex.